ces images d'Odessa, pendant que la diplomatie s'active en coulisses, pendant que l'on prépare cette bilatérale entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, pendant qu'on essaye de trouver quelle garantie de sécurité apporter à l'Ukraine, eh bien, la Russie continue d'attaquer l'Ukraine et de la bombarder avec ces drones qui donc se sont dirigés vers la région d'Odessa. Aujourd'hui, il y a 14 blessés. Il y a eu aussi des drones qui sont arrivés sur la région de Soumy ce matin. Alors, ce n'est pas dans l'ampleur qu'on a connue cet été. C'est vrai que cet été, on a connu jusqu'à 800 drones par nuit qui pouvaient s'abattre sur l'Ukraine. Le rythme est descendu, mais tout de même, ça continue, Violetta. Oui, c'est vraiment, ça fait mal au cœur et ça choque sur le fond des discussions et de tout ce qui est dit, comme vous dites, en fait, les déclarations que font au Kremlin pour dire oui, un accord de paix, mais pourquoi ne pas arrêter, faire un cessez-le-feu? Déjà, la seule personne qui peut prendre cette décision, c'est Vladimir Poutine au Kremlin, qui peut dire en 5 minutes, donner l'ordre à son armée. Et aujourd'hui, et donc ça s'arrêterait en fait. Donc c'est vraiment, c'est une honte. Aujourd'hui, les Ukrainiens peuvent arrêter 8 drones sur 10 en fait. Donc c'est ça le taux en fait. Le nombre de drones qu'ils envoient, il y a toujours 1 sur 5 qui touche une cible et donc ça fait des dégâts. Et il y a aussi des bombardements par les missiles et tout ça. Donc qui ne sont pas effectivement toujours interceptés. C'est pour ça que c'est super important cette défense aérienne en fait. C'est les moyens, les batteries patriotes qui ont été discutées aussi lundi à Washington. Et c'est ça que c'est la majeure contribution qu'ils peuvent faire les Occidentaux pour dire on sécurise au maximum l'espace aérien et on donne les moyens nécessaires aux soldats ukrainiens pour qu'ils tiennent la ligne de front. En l'absence de cessez-le-feu, Christian Proto, parce que c'est vrai que la question elle a été évacuée avec le sommet de l'Alaska, même si les Européens ont quand même remis sur la table ce lundi, on a entendu Emmanuel Macron, mais aussi encore Friedrich Merz, qui n'envisagent pas une bilatérale sans cessez-le-feu. Oui, bien évidemment, sauf que je rappelle que Poutine a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de cessez-le-feu. C'est ce qui est bloqué également à Anchorage, parce que Lavrov l'a souligné, ils n'avaient pas pu se mettre d'accord là-dessus. Donc s'il n'y a pas de cessez-le-feu, moi je n'arrive pas à comprendre ce que l'on va pouvoir faire avec quelqu'un dont on sait qu'il espère à chaque fois obtenir sur le terrain quelque chose qui, dans la partie qui malheureusement, avec le prix humain qu'il y a derrière, qui se joue sur le terrain, lui permettrait de dire, voilà, je suis là, donc je n'en bougerai pas. C'est tout ce qui se fait. Et il est prêt à sacrifier suffisamment d'hommes pour arriver à ce résultat. On l'a vu. N'oubliez pas le prix qui a déjà été payé, qui, selon les calculs les plus optimistes ou pessimistes, comme vous voudrez, font part de plus d'1 million d'hommes perdus par la Russie, entre les blessés et les morts. Oui. C'est quand même monstrueux. L'Ukraine a un prix humain très important par rapport à sa population, mais elle économise ces hommes. Et c'est de ça, justement, que pâtit sur le front, avec ces petites avancées dont on parle et dont on voudrait faire des avancées militaires prépondérantes, mais qui ne le sont pas, simplement des petites percées. Car si vous percez et si vous tenez pas le terrain, ça sert à rien. Vous sacrifiez des hommes. Et ça, ils le font depuis le début, pour gagner quelques mètres. C'est une guerre qui se fait, qui est une boucherie, pour des hommes dont on espère que le drapeau qu'ils auront planté, rappelez-vous, la dernière justement à côté de Donetsk, on avait la caméra qui nous montrait 2 pauvres mecs avec un drapeau tout seul, isolé. Et pour rebondir sur cette métaphore de drapeau, en fait, pendant le week-end entre Alaska et Washington, il y avait eu sur les réseaux sociaux des images de véhicules motorisés russes avec d'un côté le drapeau russe et de l'autre côté le drapeau américain dans les espaces, sur les territoires là où ils sont occupés dans la région de Zaporizhia. Donc ils étaient déjà dans leur tête, ils avaient l'impression que les Américains sont avec nous et la partie est gagnée. Et pour dire qu'en fait c'est l'intransigeance de Poutine qui est sur le Donetsk et l'absence de volonté, le refus de ce cessez-le-feu qui a raccourci le temps de rencontre. Et il n'y a pas eu le déjeuner officiel en fait parce que Donald Trump, il a dit à un moment donné quand il a compris qu'il n'y a pas de cessez-le-feu et que sur le Donetsk il est tellement exigé à le retrait de ces 30%. Il a menacé de partir. Il a menacé de partir en fait. Et donc je pense que ça, c'est ce temps-là, il est quand même très important et pour que Donald Trump comprenne que finalement on lui dit qu'on veut la paix, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire le cessez-le-feu et d'avancer, faire quelques concessions pour arriver
à trouver un accord. Oui, ça c'est vrai. Le problème de fond, comme le président Macron l'a exprimé dans l'interview avec Darius Rojban, c'est que Poutine a créé une situation presque de non-retour pour lui. Il a tellement engagé de force, d'action psychologique, de finances. Pensez que la Russie a dépensé en juillet la totalité de son budget annuel. Qu'aujourd'hui, le budget fédéral ne peut plus payer les contrats CNECI. C'est aujourd'hui les régions qui payent les contrats CNECI. Donc, si ça s'arrête, le risque pour Poutine, c'est que tout son pouvoir s'effondre comme un château de cartes parce que il est basé sur la poursuite de la guerre. Et c'est pour ça qu'il bombarde, il continue à bombarder et il ne veut pas de cessez-le-feu parce que s'il commence à s'arrêter, c'est peut-être pour lui le début de la fin. Alors, vous parlez effectivement de ce drapeau américain et russe dans la région de Zaporijjia. Alors, c'est vrai que la situation, elle s'est retournée quand même en quelques jours. Pour le président Poutine, il est parti de l'Alaska, réhabilité sur la scène internationale, renforcé en tant que puissance dans son pays, et surtout avec son offre sur la table, pas de cessez-le-feu, on l'a dit, et le Donbass en échange de la paix. Et en quelques heures, les Européens ont réussi à s'organiser, s'unir, partir ensemble à Washington pour proposer un autre narratif qui n'a pas été repoussé par Donald Trump, puisque tout s'est bien passé ce lundi à Washington. Est-ce que la Russie, tout d'un coup, elle peut avoir un doute sur la suite des événements ? Ça a été la journée du cauchemar, cauchemardesque pour les Russes de voir ce qui s'est passé le lundi à la Maison-Blanche. Jamais de la vie, ils auraient pu croire en plus les Européens, et normalement au mois d'août c'est les vacances, c'était le vendredi 15 août l'Ascension, tout le long week-end et tout le monde aurait dû être absent, et de voir que sur un espace de 48 heures, on a réussi cette contre-offensive en fait, et qu'on a recadré. Moi, du point de vue du management, on va parler de fait que les Européens reviennent sur le cadre qui a été voulu par Poutine et Trump, en fait, plusieurs fois. Ils reviennent, ils recadrent, en fait, main dans la main, bien sûr, avec le président Volodymyr Zelensky. Et donc, pour moi, c'est sûr que c'est une tournure, un moment de bascule, en fait, qui est très important à observer. C'est un moment de bascule pour vous aussi. C'est comme ça que vous avez lu les événements ce week-end ? Ce qui me frappe surtout, c'est que le contre-discours que développe la Russie après le sommet est relativement faible. Bon, on va l'écouter aussi. On a eu quelques propagandistes qui ont tourné en ridicule. Mais au fond, il n'y a pas une réaction par une espèce d'escalade verbale très forte. On n'y est pas. Même la déclaration. Dimitri Medvedev a fait mais c'est pas grand chose. Très sincèrement, c'est pas grand chose par rapport à ce qu'on a vu par moment. Ils ont dit que sur la photo là, les Russes, ils ont moqué que quand il y avait une photo où les Européens, les leaders européens, et Zelensky étaient là et écoutaient que Trump parlait et tout, ils ont dit c'était les vassaux des Américains et tout. Mais il n'y a pas de menace, il n'y a pas de contre-menace. C'est ça qui moi me frappe. Dans d'autres moments, on a eu une escalade sur le régime nucléaire. Tout ça, pour l'instant, on ne l'a pas. Et ça laisse entendre qu'il y a un peu... on est dans un moment d'observation. Alors, il ne faut pas se tromper. Poutine a fait ça dans différents moments où il se sent en difficulté ou en danger. Il prend du temps. Il disparaît de la circulation, il observe comment ça bouge et il prépare sa réponse. Et je pense là, il n'a pas tout à fait disparu puisqu'il a proposé que la rencontre ait... Oui, mais ça c'était au moment du coup de téléphone. Mais depuis on le voit pas. Vous avez remarqué, il s'est pas encore mis en scène. Et donc il est en train de préparer sa réponse, mais ça veut dire qu'il considère que la situation est compliquée et grave.